Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Hassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Et nous allons voyager en compagnie de mon invité aujourd'hui, Gilles Montègre, non seulement dans l'espace européen, mais aussi dans le temps, au XVIIIe siècle. Bonjour Gilles Montègre. Bonjour Hassan Moubarak. Vous êtes maître de conférences HDR à l'université Grenoble-Alpes. Vous publiez Voyager en Europe au temps des Lumières, les émotions de la liberté, aux éditions Talendier. Vous suivez les pas d'un certain François de Paul Latapie, qui s'est rendu en Angleterre en 1770, puis dans la France méridionale et en Italie en 1774-77. Mais votre livre est bien plus qu'un commentaire d'un récit de voyage. Vous confrontez en effet les archives de Latapie avec 254 autres écrits de voyageurs des Lumières pour comprendre les logiques et les significations du voyage en Europe. Pour commencer, et pour situer les choses, vous explorez une période qui est une charnière entre celle du Grand Tour finissant et le tourisme moderne. Est-ce qu'on peut commencer par rappeler à nos auditeurs et nos auditrices ce qu'était le Grand Tour, qui l'entreprend, quels étaient ses circuits, ses codes qui sont bien balisés ? Absolument. Alors, le Grand Tour désigne en fait une pratique bien particulière qui conduit, dès la fin du XVIe siècle, donc en amont de la période des Lumières qui nous intéresse aujourd'hui, qui conduit les jeunes nobles à parcourir le continent européen pour cultiver d'une part leur culture classique, leur amour de l'antique, et d'autre part compléter leur formation de courtisans, en rencontrant en quelque sorte d'autres nobles par-delà les frontières. Le problème, si vous voulez, c'est que cette pratique, qui est bien spécifique à un cercle social, est devenue une sorte de métaphore du voyage dans l'Europe ancienne, alors qu'il ne correspond qu'à une manière spécifique de voyager. Et ce qui est intéressant, c'est de constater d'ailleurs la fortune historique, historiographique de ce terme de Grand Tour, qui en fait n'était que très très peu employé, voire pas du tout, par les voyageurs du XVIIIe siècle en particulier, mais qui est devenu, alors j'ai un petit peu calculé ça en regardant les catalogues de la Bibliothèque nationale de France, à partir de la toute fin du XXe, et même le début du XXIe, donc il y a 24 ans, un véritable mantra en fait, qui permet de désigner ce qu'était le voyage avant le tourisme. Et en fait, il y a dans cet emploi à mon avis un peu excessif du Grand Tour, une forme aussi de mauvaise conscience européenne qui est de dire, le tourisme est devenu incontrôlable, Venise est obligée de faire payer maintenant ses arrivants pour accéder à l'espace public de la ville, donc on met en avant le Grand Tour pour cultiver une sorte d'art de voyager qui n'est plus, face à un tourisme prédateur pour la nature et pour les populations. Et ça pose un certain nombre de problèmes à l'historien, parce que quand on fait ça, quand on met du Grand Tour partout, eh bien on perd en quelque sorte le sens de ce qu'a pu être le voyage pour notamment les voyageurs du XVIIIe siècle, qui ne faisaient pas tous le Grand Tour des aristocrates. Et donc effectivement, on découvre là dans votre livre un personnage qui n'est pas un aristocrate, qui n'a pas publié ses récits de voyage de son vivant, donc François de Paul Latapie. Donc je vous avoue que je ne le connaissais pas avant d'entreprendre la lecture de votre livre. Donc est-ce qu'on peut dire en quelques mots qui il était, le présenter, et puis pourquoi il se décide, lui, à voyager ? Absolument. Alors ce François de Paul Latapie, qui est né en 1739, c'est quelqu'un qui est assez peu connu des historiens et tout à fait inconnu du grand public, à l'exception tout de même du lieu où il est né, la commune de La Brède. Parce que figurez-vous qu'à La Brède, il a fondé à sa mort en 1823 un prix de vertu en l'hommage à Montesquieu, et qui est encore distribué aujourd'hui, ce qui fait que chaque année, vous avez une jeune lycéenne qui reçoit les œuvres complètes de Montesquieu depuis ce prix qui a été fondé par Latapie. Alors je parle de ça parce que c'est pas anecdotique tout à fait. François de Paul Latapie, c'est en quelque sorte le fils, sinon caché, d'aucuns ont pu penser qu'il était le fils caché, en tout cas le fils spirituel de Montesquieu. Concrètement, c'est qui ? C'est le fils du notaire de Montesquieu. Montesquieu était très attaché à son domaine viticole de La Brède, donc il avait un homme de main, un homme à tout faire, qui était le père de Latapie. Et puis, Latapie est l'aîné de la fratrie, François de Paul Latapie est l'aîné de la fratrie Latapie, et Montesquieu le prend sous son aile, littéralement, s'occupe de son éducation, à la fois littéraire, à la fois scientifique. Et Latapie va devenir, en quelque sorte, grâce à ses réseaux Montesquieu, un véritable transfuge de classe du XVIIIe siècle. Quelqu'un qui parvient, grâce au réseau Montesquieu, le philosophe, mais aussi les enfants, le propre fils, le fils naturel de Montesquieu, d'intégrer des milieux auxquels il n'était pas destiné. En particulier les milieux de la cour, les milieux des salons parisiens, les milieux de l'économie politique. Il va trouver dans ces milieux les moyens, finalement, de voyager. Et ce voyage va lui faire, éprouver un certain nombre d'injustices qui fracturent la société européenne, injustices qu'il a ressenties lui-même. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'avant de devenir voyageur, lui-même était employé comme précepteur dans les riches familles aristocratiques parisiennes, grâce notamment au réseau Montesquieu. Et il faisait partie, en fait, il représente quelque part une sorte de couche sociale très caractéristique des Lumières, il fait partie de
ce que Daniel Roche aurait appelé ce petit prolétariat intellectuel qui s'accroît, qui se désespère de son sort dans le Paris des années 1750-1760 et qui donc va trouver dans la pratique du voyage l'occasion de s'émanciper et notamment de s'émanciper de cette assignation sociale à servir les grands. Voilà. Et les archives de la tapie que vous avez exploitées, elles forment une somme abondante, ces 14 cahiers brochés qu'il a appelés éphémérides. Elles ont été conservées par la famille, on l'apprend, pendant pratiquement 2 siècles et demi dans le château familial. Et donc c'est presque étonnant qu'elle n'ait pas fait jour auparavant. Comment est-ce que vous en avez entendu parler ? Alors, ça fait partie de ces aventures qui font du métier d'historien aussi des aventures humaines. On n'est pas seulement dans les vieux papiers, on rencontre aussi des gens. Moi, il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, j'étais à l'École française de Rome, je faisais ma thèse, et le directeur des publications de l'École française de Rome me confie une sorte de mission qui est de retrouver un manuscrit de voyage dont on a vaguement entendu parler parce que les bibliothécaires de Bordeaux s'y seraient intéressés au 19e siècle, mais ça n'a pas fait beaucoup de suite, d'un certain Latapie. Donc moi j'enquête auprès des descendants actuels de la famille Latapie et de fil en aiguille, je vous passe les étapes. J'en arrive, il y a une quinzaine d'années, à rentrer dans un château, qui est le château du Retou, près de Saint-Émilion, et à y découvrir ces 14 cahiers brochés que vous avez évoqués, qui sont assurément la plus complète, et peut-être aussi la plus belle des archives de voyage de tout le XVIIIe siècle. Quand je dis archives de voyage, ça veut dire manuscrits de voyage, manuscrits inédits. Des récits de voyage, on en a des centaines, des milliers pour le XVIIIe siècle. Mais là, on a véritablement affaire à une archive qui comporte le journal de voyage de Latapie, mais aussi ses lettres, mais aussi ses notes, ses mémoires de voyage, qui permet donc d'envisager toute une nouvelle histoire du voyage, écrite au ras du sol, au fil du chemin, un voyage en train de se faire, et non pas un voyage reconstruit par la prose, par la plume de différents scripteurs. Oui, parce que vous reconnaissez que les récits de voyage publiés sont nécessairement biaisés, puisqu'on connaît la fin. Et donc, l'auteur a retravaillé son texte pour créer une cohérence rétrospective à son périple. Il a pu gommer les difficultés rencontrées en chemin, voire même il a pu modifier certains passages pour plaire au lectorat qu'il visait. Et donc, ce n'est pas le cas de Latapie, qui n'a pas publié ses écrits. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas publié ses écrits, d'ailleurs, et dans quelles conditions il écrivait son périple ? Alors, il n'a pas publié ses écrits parce que c'est ce qui fait l'intérêt de ces archives de voyage, parce qu'ils étaient totalement impubliables. Pourquoi impubliables ? Parce qu'en fait, ces éphémérides, qui sont un journal quotidien, quasiment heure par heure, de tout ce qu'il fait entre 1774 et 1777, entre la France, l'Italie et l'archipel de Malte, c'est l'entrelacement de 4 régimes d'écriture. Vous avez un journal de voyage, mais vous avez aussi un carnet savant, parce qu'on a tapis naturaliste, donc il note les anfractuosités du terrain, donc c'est des choses qui peuvent intéresser un public savant, mais pas un grand public. Et vous avez en même temps un journal d'événements. Alors ça peut intéresser le grand public parce qu'il décrit le début du règne de Louis XVI, il décrit le renvoi du ministère Turgot, donc un journal d'événements. Et vous avez en plus un journal intime avec un alphabet secret dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Donc 4 régimes d'écriture qui font que c'est très intéressant pour un historien, mais c'est en réalité impubliable en son temps. C'est une archive de voyage. Et c'est une archive de voyage qui est aussi très belle parce que vous évoquiez, je crois que c'est important, le temps de l'écriture. C'est tellement précis, c'est tellement dense que ça procède d'un véritable confinement volontaire pendant le temps du voyage. Latapie s'enferme des heures durant, il le dit d'ailleurs, une sorte de mise en abîme. J'ai écrit ce journal toute la matinée, j'ai passé le reste du jour à écrire. Il se prive parfois de voyager pour écrire, tellement il a cette volonté de transformer les observations du terrain en écriture. Cette saisie encyclopédique du réel qui est offerte par l'expérience du voyage, et là qui n'est pas propre à Latapie, mais qui est propre à bien d'autres scripteurs des Lumières. Votre livre, Gilles Montègre, se compose de 4 parties que l'on pourrait résumer par « Où voyage-t-on ? Qui voyage et pourquoi ? Comment voyager ? Et puis qu'apprend-on du voyage ? » Nous allons voir cela en détail. Quelle liberté de circulation existait alors en Europe au XVIIIe siècle ? Je pense notamment à la péninsule italienne que Latapie va explorer en partant de France, et vous montrez les différentes subdivisions géographiques qu'il va devoir emprunter. Donc il va passer par des duchés, des républiques, des royaumes, les états pontificaux. Et donc avec quelle facilité à l'époque, en cette fin du XVIIIe siècle, on passait les frontières ? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'on parle d'Europe. L'Europe est effectivement beaucoup plus plurielle que celle qu'on connaît aujourd'hui, à la fois en termes de diversité des frontières, mais en termes de nature des différents États politiques qui la composent. Et parallèlement à cette Europe multifrontalière, en quelque sorte, on a aussi affaire, au XVIIIe siècle, à une société très, très clivée. Donc des frontières, le voyageur doit franchir des frontières étatiques, des frontières provinciales, des frontières urbaines aussi, parce qu'on contrôlait les voyageurs à l'entrée des villes, et des frontières sociales. Mais ce qui singularise, pas seulement Latapie, mais à travers lui et au-delà de lui, tous les voyageurs des Lumières, et c'est ce qui les rend passionnants, un art de l'esquive.
un art du subterfuge qui leur permet de passer coûte que coûte ces frontières, qu'elles soient géographiques ou qu'elles soient sociales. Alors qu'est-ce que c'est que cet art de l'esquive ? C'est par exemple, on graisse la patte des douaniers, on se met dans la roue d'un puissant pour voyager avec lui si on n'a pas assez d'argent. On prend l'habit ecclésiastique alors qu'on n'est qu'un laïc, parce que quand on prend l'habit ecclésiastique dans un certain nombre de villes, on acquiert un certain statut social. On adopte aussi artificiellement un nom noble, comme le fait Casanova, qui n'était que le fils d'une comédienne et qui se donne le nom de chevalier de Sainte-Gall, car, dit-il dans ses mémoires, l'alphabet appartient à tout le monde. Donc cet art du subterfuge, cet art de l'esquive, je crois, dit beaucoup de choses de cette société à la fois clivée et à la fois qui aspire à la liberté, qui est la société des Lumières. Ce Latapi va passer 3 ans en Italie. Alors vous-même, vous y avez consacré des travaux antérieurs. Je cite notamment une étude du cardinal de Bernis qui était chargé d'affaires du roi à Rome, l'équivalent d'ambassadeur, un travail collectif que vous avez dirigé et publié il y a 3 ans aux éditions Talendier. Et l'Italie, c'était une destination majeure du grand tour aristocratique. Alors pourquoi est-ce que lui se rend en Italie ? Est-ce que finalement, même si il ne vient pas de cette classe de nobles, est-ce que l'Italie et Rome en particulier restent un pôle d'attraction important ? Alors, tout à fait. L'Italie et Rome sont une force d'attraction centrale pour les voyageurs depuis la Renaissance et puis depuis le Moyen-Âge aussi, si on intègre les pèlerins à la dynamique voyageuse, qui continue d'ailleurs à exister au XVIIIe siècle. Mais je crois que c'est une force d'attraction qui se reconfigure en fonction des attentes, en fonction des espoirs qui sont ceux de la culture des Lumières. Latapi et d'autres voyageurs de sa génération ne s'intéressent plus seulement à l'Italie des cours et à l'Italie des villes, mais aussi à l'Italie des volcans et à l'Italie des îles. Ça, c'est déjà une grande nouveauté. Rome, on y va, bien sûr. Latapi, il reste plus de 6 mois, mais on ne s'intéresse plus seulement à Rome en tant que capitale religieuse, mais en tant que capitale des savoirs, capitale qui permet d'envisager, par le truchement de l'universalisme catholique, qui a accumulé des savoirs sur le monde, et bien qui permet à ces voyageurs d'envisager des territoires lointains, plus difficiles à approcher, des territoires grâce à des manuscrits, grâce à des vestiges qui viennent d'Égypte, qui viennent d'Inde, qui viennent d'Amérique, et qui, par les réseaux missionnaires, sont arrivés à Rome. Et ces territoires lointains, vous avez cité les îles pour l'Italie, donc la Sicile où Latapi se rend, mais il y a aussi d'autres confins du continent qui sont réexplorés, ou explorés en tout cas. Je pense aux Highlands écossais, à la Laponie, aux marches de l'Empire ottoman, les Balkans. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à de nouvelles destinations ? Pourquoi est-ce qu'on sort des sentiers battus ? Alors ça, c'est une dynamique qui me semble très intéressante à rappeler par rapport à l'écriture de ce livre. C'est que quand on parle du voyage des Lumières, on pense à juste titre à des grands explorateurs. On pense à Cook, on pense à Bougainville, on pense qui sont contemporains. Qui sont tout à fait contemporains. Et on pense à l'exploration de territoires lointains. Et on en oublie, en pensant à eux, légitimement, que cette dynamique de l'exploration, elle a touché l'Europe autant que les frontières lointaines du monde. Et qu'elle a touché le vieux continent, si vous voulez, autant que le mystérieux Pacifique. Et donc, on va avoir des voyageurs qui, effectivement, vont aller au bout des péninsules, vont aller dans des territoires où leurs prédécesseurs du grand siècle n'étaient pas allés, et qui vont finalement préparer une articulation inédite de la géographie européenne, une première unification culturelle de l'Europe en reliant des franges littorales avec l'intérieur des terres, des vallées avec des sommets, des capitales avec des régions reculées. Donc dans les récits, dans les écrits de voyage, on a affaire à cette première unification, ce qui passe par aller vers des endroits où les autres ne vont pas. Latapi a une belle expression pour qualifier ça, il parle de chemins où Dieu ne passe à jamais. Investir les chemins où Dieu ne passe à jamais, c'est l'un des objectifs des voyageurs des Lumières. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller jusque dans les îles du Pacifique, donc ni même dans les confins de l'Europe. Vous montrez même que certains voyagent localement. Et puis vous avez montré que c'est parfois difficile de passer d'une ville à l'autre ou d'une province à l'autre. Il y a des frontières internes. Vous appelez ce voyage le voyage autochtone. En quoi il se singularise par rapport au voyage à l'étranger ? Alors ça aussi, je crois que c'est une belle leçon que nous donnent en fait les voyageurs du XVIIIe siècle, qui nous donnent peut-être à nous aussi, touristes d'aujourd'hui. C'est l'idée que le dépaysement, ça passe aussi par une forme d'empaysement. Et je crois que par rapport au défi environnemental qui va nous contraindre dans les décennies à venir à limiter nos déplacements à longue portée, c'est une certitude, eh bien il faut entendre cette leçon-là. Alors on a longtemps pensé que les Anglais étaient les promoteurs de ce home tour, qui aurait été un pendant du grand tour. Et c'est vrai que les Anglais du XVIIIe siècle se mettent à voyager en particulier dans les Highlands de l'Écosse, et c'est une nouvelle dynamique. Mais en réalité, ça ne concerne pas que l'Angleterre. Latapi, qui traverse la France méridionale en 1774, est un bel exemple de cet intérêt pour les territoires proches, mais les Italiens aussi se mettent à découvrir leur propre péninsule. Et donc, dans ce contexte-là, le voyage devient en quelque sorte un aiguillon de l'amour porté à la patrie. Le choc patrimonial révèle aux voyageurs des richesses qui sont des richesses liées à leur pays lui-même. Mais je crois qu'il faut tout de suite dire, c'est une dynamique qui est importante à mes yeux, que ce patriotisme des Lumières, il existe,
c'est un pendant au cosmopolitisme, mais ce patriotisme des Lumières, il est inclusif. Il est inclusif parce qu'il revendique l'intégration des observations locales à un processus global de compréhension du monde. Je crois que la force des voyageurs des Lumières, c'est de ne pas dissocier en fait le local et l'universel, mais de les penser ensemble dès l'origine. Je donne un exemple, l'Écossais James Hutton, qui est un des pères de la géologie moderne finalement, c'est en observant les terrains géologiques du voisinage d'Édimbourg, où il était, le Arthur's Seat, près d'Édimbourg, eh bien qu'il va révolutionner les sciences de la Terre. La force des voyageurs des Lumières, c'est qu'ils excellent justement dans la lecture globale de l'espace local. Ils ne voient pas ce voyage autochtone en contradiction avec un voyage plus universel. Et pour bien voyager, Gilles Montègre, est-ce qu'il faut le faire à pied ? Est-ce que c'est une nouvelle modalité de déplacement au XVIIIe siècle ? Qu'en disent les philosophes qui ont beaucoup philosophé, mais pas forcément beaucoup marché ? Tout à fait. Alors ça, le voyage à pied, c'est vraiment le voyage qui est revendiqué par les philosophes des Lumières. Parcourez les campagnes, écrit Diderot. Et puis l'un des principaux promoteurs du voyage à pied, c'est bien sûr Rousseau, qui défend dans l'Émile de 1762 son voyage à pied. Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chaise de poste, écrit-il, mais quand on veut voyager, il faut aller à pied. Alors, ceci étant dit, on savait que Rousseau avait de nombreux lecteurs, des lecteurs qui ont été passionnés par les œuvres, les romans de Rousseau. On découvre aujourd'hui qu'il a aussi de nombreux suiveurs. Des suiveurs au sens littéral, c'est-à-dire des femmes, des hommes qui ont entrepris d'appréhender l'espace, de cheminer, de voyager en tenant compte des leçons rousseauistes. Et Latapie en est un très bel exemple, lui qui écrit « Pour qui en a la force, le courage et le temps, il me semble que les voyages les plus utiles et ceux qui se gravent le plus profondément dans l'imagination, ce sont les voyages faits à pied. Et je crois que c'est une leçon très importante parce que finalement le voyage à pied et l'intimité du rapport à la nature qu'il fait naître, ce ne sont pas des inventions du XXe siècle, c'est pas même une invention de l'époque romantique, ce sont des revendications de la culture, de la philosophie, mais aussi de la pratique des Lumières. En ce siècle des Lumières, donc, on a vu des nouveaux itinéraires, il y a aussi des nouveaux voyageurs, des nouvelles rencontres, on va le voir. Vous écrivez, je vous cite, que vous cherchez à envisager le voyage comme une expérience sociale globale et concrète. Et pour ce faire, vous introduisez plusieurs concepts dans le livre. Le premier d'entre eux, c'est celui de la société de voyage. De quoi se compose-t-elle ? Alors, cette société du voyage, effectivement, c'est un concept qui permet, je crois, de sortir un peu du topos romantique, d'une sorte de face-à-face solitaire entre le voyageur et le territoire. Un topos qui est très ancré dans l'historiographie, qui privilégie d'ailleurs souvent l'approche monographique par voyageur ou par catégorie de voyageurs. Or, au temps des Lumières, l'expérience du voyage, c'est d'abord l'apprentissage de relations sociales, nouvelles, démultipliées au fil du chemin, si vous voulez. Et les archives de voyage laissées par Latapie, elles permettent d'entreprendre une vraie radiographie de l'Europe voyageuse, notamment par la réalisation, à laquelle je me suis employé pour écrire ce livre, d'une base de données de 1313 rencontres qui documentent qui est-ce qu'un voyageur est susceptible de rencontrer au fil de sa route. Et alors du coup, la société du voyage, pour moi, il y a 3 strates. Il y a les voyageurs eux-mêmes, bien sûr, et c'est là qu'on découvre que ce n'est pas seulement des voyageurs du Grand Tour. Sur les 245 voyageurs que Latapie rencontre, 81 seulement, donc moins d'un tiers, relèvent de ce qu'on peut appeler le Grand Tour aristocratique. Donc il y a des voyageurs qui ne sont pas seulement des voyageurs du Grand Tour, il y a aussi des médiateurs qui font partie de la société du voyage, c'est-à-dire ceux grâce auxquels le voyageur appréhende l'espace et les sociétés dont il est étranger. Donc ces médiateurs, ça peut être des diplomates, des banquiers, des libraires, mais aussi des aubergistes, des valets de place, des maîtres de langue, etc. Donc médiateurs du voyage, c'est très important. Et puis la troisième strate, c'est les groupes sociaux que le voyageur cherche à observer, à comprendre. Parce que le voyageur des Lumières, il veut aussi comprendre quelles sont les sociétés qui sont heureuses et celles qui ne le sont pas, et pourquoi elles sont heureuses et pourquoi elles ne le sont pas. Et là aussi, c'est intéressant parce que sur les 1313 rencontres recensées par Latapie, pas moins de 24% relèvent de couches populaires. Donc ça, c'est un cinglant démenti à l'idée que la pratique du voyage ne concernerait au XVIIIe siècle que le monde des élites. Il y a une vraie rencontre entre le monde des élites et les couches populaires sur les chemins de l'Europe. Et c'est vrai que quand on pense aux voyageurs du Grand Tour, j'en reviens encore, on pense aux grands seigneurs et à leurs accompagnants, c'est-à-dire leurs domestiques, leurs précepteurs, comme Latapie l'a été. Mais là, effectivement, vous montrez que toute une nouvelle catégorie de personnalités prend la route, se met en mouvement. C'est ce que vous appelez l'archipel des voyageurs. De qui parle-t-on ? Alors, je parle d'archipel des voyageurs pour dire que, éviter de tendance. Archipel, c'est plusieurs îles, en quelque sorte. Donc, il y a plusieurs groupes sociaux qui se mettent à voyager, qui se mettent en mouvement, en quelque sorte. Des groupes qui ne voyageaient pas ou qui voyageaient peu auparavant. Parmi ces groupes, on a des membres de la bourgeoisie ou de la gentry, on a des artisans, on a des artistes, on a beaucoup de professions à talent, on a des aventuriers, on a des transfuges de classe, on a des domestiques, on a des femmes. Et donc, le voyage devient l'occasion, finalement, l'occasion très concrète de méditer cette leçon qui est bien digne de Beaumarchais, qui dit que le mérite doit
tant au talent sous ses diverses formes et pas toujours à la naissance. Et donc effectivement, cet archipel de voyageurs, il est composé, vous le verrez en lisant les auditeurs qui liront ce livre le découvriront, il est composé de voyageurs pèlerins, de voyageurs aventuriers, de voyageurs libertins, de voyageurs artistes, de voyageurs savants, de voyageurs malades aussi. On voyage beaucoup pour soigner sa santé. Au XVIIIe siècle, de voyageurs francs-maçons. Donc un archipel qui se recompose, qui n'est certes pas celui des grandes masses touristiques du XIXe siècle, mais qui néanmoins s'étoffe considérablement. Voyageurs, on parle au singulier, mais j'imagine qu'il devait y avoir aussi des voyageuses. Quelle est la contribution des femmes dans ce monde, dans cette société du voyage ? Déjà, est-ce qu'elles ont voyagé ? Est-ce qu'elles ont voyagé seules ou accompagnées d'hommes ? Et est-ce qu'elles ont produit des écrits en rapport ? Alors, c'est une question tout à fait importante. On l'a longtemps pensé, en se limitant justement au prisme du Grand Tour, qu'il n'y avait pas véritablement de voyage au féminin au XVIIIe siècle, parce que les voyageurs n'étaient que des suiveuses des grands seigneurs du Grand Tour. Moi, je crois que c'est pas vrai. Et je crois que, évidemment, les femmes représentent une minorité par rapport aux hommes dans la sociologie du voyage, mais c'est une minorité active, une minorité agissante. Et je crois que l'expérience du voyage est très importante pour les femmes des Lumières, parce qu'elle représente un facteur favorable et très important de libération. Libération au sens où l'entendait Michel Foucault. Je pense aussi au terme de sortir que Michel Perrault employait dans son Histoire des femmes, coécrit avec Georges Duby. L'assignation à la sédentarité, c'est une forme élémentaire du contrôle social, du contrôle patriarcal. Et on a toute une série de femmes au XVIIIe siècle qui se servent de l'expérience du voyage pour sortir finalement de cette assignation à résidence. Alors, on peut donner un exemple, par exemple, une Anglaise, Esther Lynch Piozzi, pour lequel le voyage coïncide avec une vraie mise en avant de la liberté amoureuse, puisque en fait, en 1784, elle se met à parcourir la France et l'Italie avec son second mari, Gabriele Piozzi, qui était à la fois maître de musique italien, catholique et peu fortuné, ce qui faisait quand même beaucoup de défauts pour un Anglais. Et donc, elle quitte son premier mari, elle se met à parcourir les routes avec lui, et disons, cette expérience du voyage devient un symbole, en quelque sorte, de mise en avant de sa liberté amoureuse. J'ajoute que les femmes qui voyagent au XVIIIe siècle sont aussi des femmes courageuses, car le voyage est long au XVIIIe siècle, il dure nécessairement, ou très souvent, plus de 9 mois. Ça veut dire que les femmes doivent se tenir prêtes à accoucher sur la route. Et on veut pour preuve, par exemple, dans les manuels de voyage, ces dialogues de conversation courantes franco-allemandes, qui sont proposés à la toute fin du 18e par Madame de Genlis, un manuel du voyageur 1799, qui, vous avez des conversations français-allemand pour essayer de dire, j'accouche dans une auberge, comment est-ce que je peux demander une nourrice, qu'est-ce que je fais ? Enfin voilà, concrètement, il faut que les choses avancent. Donc il y a une carte des bonnes maternités qu'on croise sur la route, c'est ça ? Peut-être pas des bonnes maternités, mais des bonnes nourrices, en tout cas. Oui. En tout cas, comment bien s'adresser aux populations locales pour trouver les bonnes personnes. C'est vrai que le voyage, c'est quand même un moment, une occasion de sortir de son milieu, et donc ça procède d'un désir de liberté ou d'émancipation, comme vous l'avez dit. Mais on voit que ça se heurte évidemment aux contraintes pratiques sur le terrain, qui sont souvent effacées des récits publiés, comme on l'a dit précédemment. Mais la tapis, justement, forme un exemple assez parlant, parce qu'il voyage, il a pour objectif de devenir inspecteur des manufactures. Oui. Et donc, il est envoyé par Truden de Montigny, qui est alors l'intendant des finances et le directeur des départements des ponts et chaussées, pour faire le tour de la France méridionale et de l'Italie, pour en apprendre plus sur les diverses techniques de fabrication, avant d'être lui-même inspecteur. C'est une sorte d'espionnage industriel. Et on voit que Latapi reconnaît lui-même que le fait de dépendre du financement de ce Truden de Montigny le prive de sa liberté entière et à se déplacer. Une autre restriction à cette liberté, c'est que pour voyager dans cette société du XVIIIe siècle, il faut disposer de lettres de recommandation pour se présenter à ses interlocuteurs. Sinon, on est refusé. Des lettres de recommandation, mais aussi des lettres de change et de crédit, donc pour témoigner de l'argent qu'on peut dépenser. Et donc ceux qui écrivent ces lettres de recommandation, ils ne le font pas gratuitement, ils attendent une forme de retour sur investissement. Donc dans cette société d'ordre, comment est-ce que les voyageurs, au fur et à mesure de leur progression, arrivent quand même à se sortir, à se dépatouiller de ces contraintes ? Alors, effectivement, je crois que ce qui rend passionnant l'histoire du voyage dans l'Europe des Lumières, quand on l'aborde au prisme de l'archive, plus qu'au prisme des récits de voyage, comme on l'a dit au début de notre entretien, ce qui le rend passionnant, c'est que c'est en fait un jeu permanent entre la pesanteur des contraintes sociales, qui sont très fortes, on est dans une société d'ancien régime, une société d'ordre et de privilèges, et en même temps, les marges croissantes d'autonomie et de liberté que se donnent les individus. Latapi, dans ses éphémérides, écrit, lorsqu'il prend le chemin de l'Italie, « Chacun est dominé par ses goûts. Le mien est la liberté extrême. Je veux toujours pouvoir dire, je verrai ceci, j'irai là, si je veux. » Et donc cette liberté, qui en fait, dans le livre, je développe à travers d'autres exemples de voyageurs, est quelque chose d'assez fondamental. Avant de s'ériger en fait en programme politique, en étendard citoyen, avant d'être inscrit dans notre constitution, la constitution révolutionnaire, eh bien la liberté, c'est une émotion qui est intensément éprouvée sur les routes de l'Europe.
Mais évidemment, c'est une émotion qui est corrigée, qui est contrariée, comme vous le disiez, par un certain nombre disons, d'obligations. Ces lettres de recommandation, elles sont très nécessaires. J'en ai recensé pas moins de 75, de la lettre de recommandation traditionnelle à la lettre de change ou à la lettre de crédit dans les archives de la tapis. Des écrits sur soi, comme les qualifierait Arlette Farge, qui permettent aux voyageurs de franchir des frontières sociales successives. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de la tapis, ces écrits sur soi, ces lettres de recommandation, elles évoluent aussi au rythme du séjour. C'est-à-dire, au départ, il est recommandé évidemment par ces réseaux français. Vous avez évoqué Truyenne de Montigny, c'est très vrai. Mais ensuite, il a d'autres interlocuteurs, notamment des interlocuteurs italiens, qui lui permettent de s'ouvrir à des sociabilités plus locales, et moins des sociabilités d'expatriés, comme on le dirait aujourd'hui. Et puis on a aussi à la fin du XVIIIe siècle une sorte de crise de l'économie morale de la recommandation qui fait que les voyageurs recherchent quelque chose de plus intime, quelque chose de plus vrai, une amitié plus sincère, une amitié qui passe moins par des recommandations et qui s'affranchit justement de ces lettres qui sont tellement nombreuses qu'en fait, d'une certaine manière, elles sont démonétisées de leur propre valeur et on cherche des relations plus vraies, plus naturelles, plus humaines. Et ça se voit aussi très bien dans les écrits de la tapis. Oui, et vous montrez bien que d'ailleurs, plus le voyage progresse et plus le voyageur a tendance à s'émanciper de son statut d'origine, puisqu'il va courir après des nouvelles recommandations de locaux qui vont lui permettre de voir des choses que le tour classique ne permet pas de voir. Et vous utilisez une expression, alors je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventée ou si vous la reprenez, de crédit social du voyageur. Oui, alors cette notion de crédit social, elle a été utilisée par une historienne américaine, Claire Horston, et je crois que elle en même temps, elle dit beaucoup de choses parce qu'elle montre que ce crédit social, il se reconfigure à l'appui des documents il se reconfigure. C'est-à-dire qu'il y a des documents de départ qui permettent aux voyageurs de pénétrer une société attendue. Et puis, il y a le hasard des rencontres. Il y a disons, la dynamique du voyage lui-même qui reconfigure ce crédit social. Donc ça, ça participe de cette liberté que revendiquent les voyageurs des Lumières qui leur est bien particulière. Gilles Montègre, on l'a vu, l'expérience du voyage dans l'Europe des Lumières ne se limite pas à un simple divertissement. Il s'agit aussi pour les voyageurs de comprendre la nature et les sociétés humaines. Et pour cela, il faut commencer par les observer, par bien les observer. Vous avez pu mettre la main dans les archives de la tapis sur un document qui s'intitule « Tableau des objets d'observation pour un voyageur » qui contient 165 entrées. De quoi il s'agit ? Alors, c'est quelque chose qui est très caractéristique de la culture de voyage au temps des Lumières et qui relève de ce que les historiens du voyage ont pu appeler les arts apodémiques. Les arts apodémiques, c'est-à-dire les manières de bien voyager. Il y en a depuis la Renaissance. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que ces arts apodémiques, ils se renouvellent considérablement en fonction de la culture des Lumières. Et ce tableau des observations d'un voyageur que j'ai retrouvé dans les archives de la tapis, alors il y a toute une aventure parce que j'avais le journal mais j'avais pas le manuel d'utilisation. Et puis finalement, on a cherché dans les tréfonds des armoires du château et on a fini par retrouver ce double tableau. Il est très intéressant, notamment si on le compare avec un autre tableau qui lui est antérieur d'à peu près 75 ans, qui est le catalogue de 50 choses dignes d'être vues, publié par un certain Maximilien Misson, qui était le grand guide des voyageurs d'Italie à la fin du XVIIe siècle. Et Misson, dans ces choses qui doivent être vues, donc ces recommandations faites aux voyageurs, il parle de cabinets de rareté naturelle ou artificielle. 75 ans après, dans la liste de la tapis, vous avez liberté du commerce, éducation des enfants. Donc on a, si vous voulez, une comparaison qui révèle d'un voyageur à l'autre le passage d'une culture de l'âge baroque, marquée par la notion de curiosité, à une véritable culture des Lumières, hantée par la notion de bien public. Avec un voyage qui est justifié par la connaissance des villes, mais plus seulement des villes, mais également un voyage qui s'ouvre à l'appréhension plus épaisse de territoires, y compris d'espaces naturels. Donc je crois que ce tableau est aussi intéressant pour ça. Vous consacrez un long développement sur les techniques nouvelles d'observation, tous les instruments nouveaux de mesure, comment on doit décrire et représenter les objets et les lieux, parce qu'on est un siècle avant l'invention de la photographie, donc comment on fait pour représenter une machine, comment on fait pour représenter un volcan, les objets qu'on collecte, c'est aussi l'époque des cabinets de curiosité, et vous insistez bien sur la notion d'observation, qui est plus approprié selon vous que la métaphore du regard. Et c'est vrai que l'observation, on porte à la science, et à cette époque des Lumières, la science se développe. Est-ce que les voyageurs observateurs cherchent à avoir des observations exhaustives dans une démarche de style encyclopédique ?
Oui, on peut dire ça simplement, et ça serait un peu un topos que de dire que les voyageurs au temps des Lumières voyagent comme le voudrait l'encyclopédie. Simplement, je crois qu'il faut se rendre compte de ce que ça représente. C'est bien d'écrire des articles d'encyclopédie, mais qu'est-ce que ça représente de capter des observations, effectivement, lorsqu'on est sur le terrain. Et Latapi utilise une expression qui me semble assez révélatrice, par-delà son cas personnel, de comment les voyageurs de lumière appréhendent l'espace. C'est l'expression de regard ou de mémoire synoptique. Synoptique, c'est-à-dire il s'agit d'embrasser d'un même regard les différents objets du voyage, relevant de la culture des lettres, et en même temps de la culture des sciences et de la culture des techniques. Tout ça n'est pas envisagé de manière contradictoire, et c'est, je crois, que ce regard synoptique, autant qu'encyclopédique, qui fait la modernité des observations des voyageurs des Lumières. Et qu'est-ce qu'on observe d'ailleurs? Parce qu'on voit que Latapi, il s'intéresse aux phénomènes naturels, j'ai parlé des volcans, aux lieux historiques, il fait un plan des fouilles de Pompéi, des techniques humaines également, et tout ça est mené un peu de concert, et vous introduisez là un concept qui est important pour permettre de comprendre ce que font ces voyageurs à leur destination, c'est le concept de voyage frontière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept de voyage frontière et donner un exemple ? Tout à fait. Alors, c'est une notion que j'ai forgée sur la base d'une autre notion, qui est la notion d'objet frontière, qui avait été proposée dans un célèbre article de Susan Leistar et James Grisheimer en 1989. Alors, les objets frontières, ou boundary objects, pour pas prendre le terme anglais, c'est quoi? C'est des entités, si vous voulez, matérielles ou immatérielles, qui sont soumis à d'importantes fluctuations interprétatives. Des objets matériels ou immatériels qu'on peut interpréter différemment. Et surtout, des objets qui suscitent l'intérêt de communautés d'acteurs issus de mondes culturels et sociaux très variés, qui vont en fait, selon d'où ils viennent, regarder un même objet de manière différente. Alors le voyage frontière, à mes yeux, relèverait de mobilité, qui engendre une collaboration, là aussi, d'individus issus de divers horizons, scientifiques, artistiques ou culturels, en vue de faire progresser le savoir sur des lieux ou sur des objets soumis à une intense activité d'observation. Alors je donne un exemple parce que ça paraît un peu théorique. Prenons un voyageur qui n'est pas Latapi, qui est le voyageur Dolomieu, un des grands-pères là aussi de la géologie moderne. Dolomieu parcourt l'Italie dans les années 1780. Il se rend à Rome. Et à Rome, il va observer un objet du voyage qui est l'un des objets les plus célèbres observés par des générations et des générations de voyageurs depuis la Renaissance. C'est l'Apollon du Belvédère. L'Apollon du Belvédère est l'une des plus célèbres statues de l'Antiquité qui a servi de modèle et qui, au XVIIIe siècle même, sert de modèle à un nouveau mouvement artistique et culturel qui est le néoclassicisme prôné par Winckelmann. Cet Apollon du Belvédère, on est persuadé qu'il est en marbre grec. C'est évident, puisque le bout idéal, c'est la Grèce. Sauf que Dolomieu, parce qu'il pose sur cet objet un regard qui n'est pas celui d'un antiquaire et d'un artiste, mais celui d'un minéralogiste, eh bien, il s'aperçoit que le marbre dont est fait la statue, c'est pas du marbre grec, c'est du marbre de Carrare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la statue, elle n'est pas d'origine grecque, mais elle est d'origine romaine. Alors peut-être que les Romains ont copié les Grecs, mais en tout cas, ils ont su les égaler ou les surpasser. Donc on revisite complètement la chronologie artistique à l'appui d'une observation qui est celle d'un voyageur. Donc ça me semble assez caractéristique de la manière dont les voyageurs des Lumières, à travers ce concept d'objet frontière, revisitent considérablement, y compris des objets qui pouvaient sembler à tout un chacun très connus. Et donc ce voyage frontière participe à l'émergence de destinations nouvelles ou alors à la redécouverte d'anciennes. Là, vous avez parlé de Rome. Comment se construit donc dans le savoir collectif une nouvelle destination? Est-ce qu'il y a des effets de mode? Est-ce que tous les voyageurs se rendent à un moment donné parce que quelqu'un dit que c'est une destination d'intérêt? Alors, oui, on peut dire ça. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, citons Pompéi. Latapi n'est pas très au fait de Pompéi quand il commence son voyage. Et puis, au fur et à mesure qu'il avance en Italie, il entend parler de cette cité dont on a commencé à découvrir et qui permet, ce que dira Stendhal une génération plus tard, d'avoir l'Antiquité face à face. C'est-à-dire non pas simplement une Antiquité monumentale, mais comment les anciens vivaient au quotidien. Et là aussi, c'est tout à fait caractéristique, car lorsqu'il visite Pompéi, Latapi nous livre, vous le découvrez dans le livre, dans le cahier texte du livre, cahier texte en couleur, qui vous montrera ce que fait Latapi à Pompéi, c'est-à-dire la toute première représentation topographique des fouilles du site de Pompéi. On est en 1776. Et c'est très moderne, pourquoi? Parce qu'il a de Pompéi une vision qui n'est pas celle, encore une fois, d'un chasseur de trésors, d'un antiquaire qui se contenterait de fouiller le sol pour trouver des statues, mais celle d'un naturaliste, d'un stratigraphe en quelque sorte, qui cherche à comprendre la qualité du terrain. Donc il envisage un site archéologique avec un œil de naturaliste. Et là, ça change tout, parce qu'il dit, faut arrêter de fouiller n'importe où. Il faut essayer de comprendre d'abord quelle est la structure globale du site, quelles sont les enceintes, quelle est l'enceinte de la cité. On a un regard qui déjà est un regard archéologique, grâce à cette conjonction entre intérêt antiquaire et vision naturaliste. Autre bel exemple de voyage frontière. Et je crois que c'est là aussi où c'est ce qui nous montre que ces voyageurs des Lumières, ils sont très modernes et en fait, ils nous disent beaucoup de choses à nous, femmes et hommes du 21e siècle. On comprend à les lire
les effets actuels de cette dramatique, ce divorce finalement, de cette dissociation entre les savoirs sur la nature et les savoirs sur les sociétés, qui nous a éloignés, ce divorce, d'une approche naturaliste des sociétés humaines et aussi d'une approche humaniste du monde naturel. La force des voyageurs des Lumières, c'est, par leur regard synoptique, de restituer cette pluralité du regard sur les choses et sur les objets. Et je crois que c'est aussi ce dont on a besoin aujourd'hui. Mais ceci dit, on voit que dès la fin du 18e, début du 19e, il y a déjà quand même des voyageurs qui se spécialisent, y compris dans les publications. Oui. Vous avez dit qu'une des faiblesses peut-être des archives de l'ATAPI qui font qu'elles n'ont pas été publiées, c'est qu'elles embrassent tous ces thèmes-là, mais d'autres qui ont publié à peu près à ce moment-là vont quand même se spécialiser dans certains thèmes, la nature ou les sciences ou la raison, mais cette époque des Lumières, ça n'est pas que ça, et ça c'est une force aussi du livre, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, à la fois à titre individuel et au niveau collectif, au niveau de la société. Et ces émotions, elles permettent de fixer le voyage comme une expérience fondamentale, impérissable. C'est l'objet de la dernière partie du livre qui s'intitule « Émotion en mouvement ». Et cette mise en émotion, elle s'accompagne aussi d'un nouveau vocabulaire, comme sentimental. Et j'ai appris que c'était à l'origine un terme anglais qui désignait, il me semble, des lieux, c'est ça, et pas vraiment des émotions comme aujourd'hui. Ah, absolument. Le terme sentimental importé dans la langue française vient d'un voyage. C'est le voyage de Laurence Sterne, 1768, A Sentimental Journey Through France and Italy. Alors c'est très intéressant parce que Sterne, qui est un auteur littéraire, mais qui décrit une expérience de voyage, qui franchit... Alors il voyage en plus pour guérir sa santé, parce qu'il était tuberculeux, mais il décrit son arrivée en France, à Calais, puis son voyage jusqu'à Lyon. Et d'ailleurs, son récit n'est pas terminé. Et pourtant, cet ouvrage... Enfin, il ne va pas au-delà de Lyon, si vous voulez. Et pourtant, cet ouvrage rencontre un succès considérable. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, il met en scène non pas des découvertes, mais des émotions. Et c'est ce qui fait qu'il est traduit dans beaucoup de langues européennes dès 1769, et c'est par ce prisme-là que le mot sentimental entre dans la langue française. Et ça dit quelque chose de ce voyage des Lumières, qui est un voyage pas seulement de la raison, mais un voyage de la raison sensible. Je crois que c'est ce qui le singularise. Est-ce que le moment du départ et du retour sont propices aux émotions ? Est-ce que vous retrouvez ça dans les écrits ? Est-ce qu'il y a des émotions qui vous paraissent sincères, ou est-ce qu'on est simplement dans le cadre des conventions épistolaires ? Non, alors il y a tout un cheminement effectivement chronologique et émotionnel du voyage. Le temps du départ et le temps du retour, oui, c'est des sortes d'apex, d'apogée émotionnelle. C'est évident. Pourquoi ? Parce que les voyageurs des Lumières sont des gens sociables. Je crois qu'on l'a compris depuis le début de notre entretien. Et donc, quand ils partent, ils s'arrachent en fait à des sociabilités auxquelles ils sont extrêmement attachés, que ces sociabilités soient familiales, soient salonnières, soient académiques, soient maçonniques. Ils quittent tout ça. Donc le départ, c'est vraiment un déchirement vis-à-vis de l'univers familier. Alors on le voit bien à travers certains voyageurs célèbres. Je pense par exemple au président Dupaty, un autre Bordelais, qui dans ses lettres sur l'Italie en 1785 se plaît à imaginer, alors qu'il est dans les jardins de la Villa Borghese, il voit ses enfants arriver dans les bosquets. Bon, ça c'est assez caractéristique. Et puis le temps du retour, c'est aussi une apogée émotionnelle. Là, je citerai un autre voyageur qui est Jean-Marie Roland de la Platière, le futur ministre girondin de la Révolution, qui écrit finalement des lettres écrites de Suisse, d'Italie, de Sicile et de Malte, qui sont qui se veulent assez factuelles, assez techniques, qui décrivent une Europe du voyage qui se veut assez rationnelle, mais dans la toute dernière des lettres, là, disons qu'il y a un épanchement énorme lorsqu'il retrouve finalement ses proches, ses familiers qu'il avait quittés, et en particulier cette Manon Roland qui va devenir son égérie, on le sait, au moment de la Révolution. L'expression du sentiment qui les animait tous, jeté dans mon âme attendrie, cette sorte d'ivresse et d'abandon des sens, qui ne laisse à la machine affaiblie que la faculté de répandre des pleurs. On croirait voir un tableau de Greuze décrit dans les salons de Diderot, et c'est aussi très présent, cette exacerbation des sentiments dans les écrits de voyage. Oui, là, dans ce que vous avez cité, on voit que l'émotion est vraiment à fleur de peau, mais c'est pas toujours le cas, ou alors des fois c'est caché. Et d'ailleurs, l'ATAPI, lui, écrit quelques passages, alors 105 exactement, vous les avez recensés, avec un alphabet secret, mais que vous avez réussi très facilement à craquer, parce qu'en fait, il est tout bête, il remplace chaque lettre par un symbole, et donc, en analysant la fréquence d'apparition de ces symboles, le E est le plus fréquent, vous avez réussi à retrouver les lettres. Et donc, alors, pourquoi est-ce qu'il fait cette tentative de chiffrement, puisqu'il n'a pas l'objectif de faire lire peut-être, ou de faire publier ses écrits, et puis que vous apprennent ces passages secrets, codés ? Alors, c'est effectivement ce qui fait aussi l'un des intérêts, l'un des charmes de l'archive de voyage l'ATAPI. En fait, à l'appui de cet alphabet secret, on voit que c'est une sorte de thérapie progressive par le voyage que l'ATAPI accomplit. Et le voyage de l'ATAPI devient, à la lecture de ces passages, que vous retrouverez dans le livre, le voyage devient une sorte un véritable exil émotionnel, en quelque sorte. Alors, à quoi ça sert ? À plein de choses, mais brièvement et de manière peut-être plus synthétique,
Avant de partir pour l'Italie, on l'a dit, Latapie était employé à Paris comme précepteur dans une famille aristocratique, la famille des Langeron. Schéma classique, une idylle se noue entre lui et la jeune Aglaé de Langeron. Idylle tuée dans l'œuf par les parents pour lesquels il est totalement impensable qu'une future marquise épouse un fils de notaire. C'est pas juste pas possible. Classique. Donc Latapie est abattu. Il se prépare à mettre fin à ses jours. Et puis, il finit par prendre la route. Le voyage est comme, en quelque sorte, une dernière occasion de le surprendre. Et donc, c'est cette thérapie progressive par le voyage, cette libération d'une honte sociale et d'un dépit amoureux très très fort que l'on va découvrir peu à peu en déchiffrant les passages de son alphabet secret. À une époque où, je le rappelle, les études de Philippe Legel l'ont bien montré, on invente le journal intime. Donc, on invente le journal intime, oui, on le savait, mais on invente aussi le journal intime en mouvement, pendant le voyage. Et ça, je crois que c'est une belle démonstration que nous fait cette archive. Nous avons évoqué, Gilles Montègre, à plusieurs reprises, comment le voyage au temps des Lumières concernait tout le continent, parcouru par des voyageurs qui tissent des nouveaux liens. Et vous écrivez, je vous cite, que l'Europe peut continuer à se penser comme unifiée culturellement par un élan d'amour de l'antique qui ne revendiquait pas de frontières. Vous donnez un exemple de transmission des émotions. Par exemple, il y a un tableau lumineux qui est censé donner une idée de l'éruption du Vésuve. Donc la transmission, elle se fait essentiellement par l'écrit à cette époque, mais il y a aussi des images, des illustrations. Et la langue, dans cet écrit, revêt une importance capitale. Et là encore, on avait parlé du mot sentimental, d'autres termes apparaissent, pittoresque, sublime. Comment sont-ils utilisés à l'époque ? Alors là aussi, c'est quelque chose de tout à fait central. On a des études d'esthétique qui sont extrêmement développées dans le champ des études philosophiques sur le beau, sur le sublime, sur le pittoresque. On les voit à l'œuvre dans l'Europe du voyage de manière très très concrète. Alors le beau est associé à l'antique, mais il faut voir ce que représente la passion de l'antique et la passion du beau antique pour ces voyageurs du XVIIIe siècle. Citons Jefferson, l'Américain, devant la maison carrée de Nîmes, par exemple, écrivant à la comtesse de Tessé « Me voici, madame, observant des heures entières la maison carrée, tel un amant devant sa maîtresse. » Donc c'est véritablement, l'antique est un objet d'amour. Le sublime, ça désigne un spectacle esthétique qui est terrifiant, mais qui est néanmoins observé avec admiration, car à bonne distance, pour rester en sécurité. C'est par exemple l'éruption d'un volcan, c'est ça ? Exactement. Et alors c'est d'autant plus intéressant cet exemple de l'éruption d'un volcan que le Vésuve se réveille. Le Vésuve se réveille dans les années 1760, donc tout le monde, des cohortes entières de voyageurs se précipitent sur les pentes enflammées du Vésuve. Certains néanmoins n'ont pas la chance d'être à Naples. Et donc l'ambassadeur anglais à Naples, William Hamilton, a créé un certain nombre de tableaux du Vésuve qui, nous dit Latapie, représentent une éruption et une éructation de pierres enflammées d'une manière si vraie et si ressemblante à la nature qu'elle fait illusion. Donc c'est un véritable spectacle immersif, une sorte de tableau mouvant, presque plus immersif que le cinématographe des Frères Lumière parce qu'il conjugue couleurs vives, bruitage et images animées. C'est pas le seul exemple qu'on a, sans attendre le cinéma, la télévision, la réalité augmentée, le siècle des Lumières. Alors, vous avez, je le dis aussi, pourquoi j'en parle ? Parce que Latapie reproduit le schéma intérieur, nous donne le secret de ce tableau du Vésuve à l'intérieur de ses archives, et tout ça est reproduit dans le cahier hors texte du livre. Sans attendre le cinéma, la télévision, la réalité augmentée, je le disais, les Lumières cherchent à faire revivre à des spectateurs qui n'auraient pas la chance de voyager, en quelque sorte, des expériences de voyage par procuration, marquées au sceau de l'esthétique, en particulier du sublime, effectivement. Alors ces émotions esthétiques, elles ne sont pas les seules à avoir forgé une nouvelle vision des sociétés. Vous mettez en exergue la dimension politique de ces communautés de voyageurs. Les rencontres avec la population locale, elles vont permettre de se confronter à d'autres systèmes politiques et puis finalement de confirmer les travers de sa propre patrie. Vous dites que dans cette Europe émotionnelle politique, la France occupe une position centrale. De quelle manière ? Alors, la France occupe une position centrale, d'abord, c'est une banalité de le dire, par sa position géographique. Elle est au cœur de l'Europe, mais elle est donc aussi au cœur de l'Europe du voyage. Ça veut dire qu'elle transmet un héritage philosophique aux voyageurs de l'étranger venus en France, d'une part, mais ça veut dire aussi qu'elle reçoit des héritages des voyageurs français revenus de l'étranger. Et là, le voyage de Latapie en Angleterre en 1770, je crois, mérite d'être souligné, parce qu'il est très singulier et très, très parlant. Latapie voyage en Angleterre et il conçoit la liberté du paysage, la liberté des jardins anglais. Il est l'un des premiers à l'apercevoir et à la transmettre d'ailleurs en France à son retour. Il conçoit cette liberté du paysage du jardin anglais comme une métaphore de la liberté politique de cette monarchie anglaise qui est, on le sait, depuis la glorieuse révolution de la fin du XVIIe siècle, tempérée par son parlementarisme. Et donc Latapie va développer toute une série d'émotions
Je pense en particulier aux émotions qu'il décrit dans son carnet de voyage anglais, qui est inédit, mais aussi dans la traduction d'un ouvrage sur le jardin anglais qu'il a fait paraître anonymement à son retour en 1771, lorsqu'il décrit le Temple of British Royalties, donc le temple des gloires britanniques, qui a été créé par l'architecte William Kent. On est en 1735. Latapi visite ce temple en 1770 et il dit, en gros, ce qui est extraordinaire, parce que les Anglais, dans ce temple, mettent en avant des grandes figures publiques qui ne sont pas que des têtes couronnées. Et c'est ces figures publiques-là, c'est celles qui font du bien à l'humanité, dont il faudrait que la France s'inspire pour créer à son tour une sorte de temple aux grands hommes bienfaiteurs. Donc en quelque sorte, c'est en se promenant dans un jardin anglais que le voyageur Latapi en vient à imaginer ce qui est l'exacte préfiguration du Panthéon que les révolutionnaires français finiront par consacrer en 1791. Oui, parce que ce temple, je redonne une précision, c'est dans le jardin de Stowe, qui est dans le centre d'Angleterre. C'est une espèce de mur, en fait, avec des visages Tout à fait. qui sont gravés, qui sont sculptés. Absolument, ça c'est reproduit aussi dans le livre et on le voit très bien. Oui. Et justement, là, vous avez parlé, avant que je ne le fasse, du magnifique cahier central d'illustrations que vous avez, donc en couleur, avec énormément d'illustrations, de lithographies, de tableaux. Et donc, on peut aussi remercier l'éditeur d'avoir accepté de faire cet investissement. Et donc, dans cette Europe des Lumières, il y a des circulations des idées, des révolutionnaires. Vous rapportez notamment 2 citations marquantes, à mon sens, de penseurs allemands sur la honte. C'est Marx qui d'abord dit « La honte est déjà une révolution ». Et puis Nietzsche qui va écrire « Quel est le sceau de la liberté ? C'est ne plus avoir honte de soi-même ». En quoi est-ce que le voyage en Europe permet de se libérer de cette honte qui est celle de ses origines sociales ? Alors, c'est aussi une dynamique qui me semble très importante et qui montre que articuler les études sur le voyage et les études sur les émotions, c'est une dynamique historiographique, je pense, fondamentale. La honte, c'est une émotion que Latapi, mais il n'est pas le seul, on peut citer Rousseau comme exemple le plus célèbre, éprouve à de multiples reprises au fil de son voyage, au fil de ses voyages. Mais c'est une émotion, effectivement, vous le disiez à travers ces citations, qu'il réussit à sublimer. Je cite dans le livre une scène marquante des éphémérides de Latapi où il croise à Albano le cardinal de Bernis. Le cardinal de Bernis, c'est quelqu'un qu'il connaît bien parce qu'il a côtoyé à Rome lors de sa fastueuse table. Il était reçu dans le palais de cet ambassadeur de France à Rome. Mais là, c'est différent. Il le croise sur les chemins d'Albano, c'est-à-dire, si vous voulez, dans cette zone que lui, Latapi, vient étudier pour comprendre le paysage volcanique, mais dans laquelle il n'est pas du tout bienvenu que lui se montre voyageant à pied. Donc le carrosse de Bernis passe sur le chemin, et Latapi, lorsqu'il voit cet interlocuteur qu'il connaît, se protège en quelque sorte de sa honte en ouvrant un parapluie comme pour se dissimuler à la vue de son interlocuteur. Et en même temps, il écrit, donc le soir dans son carnet de voyage, « J'ai eu sottement une des grandes hontes de ma vie, comme si c'était un grand crime de faire usage de ses jambes et comme si un homme qui se propose d'observer par lui-même et d'après la nature d'un pays devait aller autrement. » Ça me semble très intéressant parce qu'on voit cet instant de basculement qui se situe entre le geste physique d'ouverture du parapluie qui marque la honte et le geste d'écriture de journal de voyage qui permet de sublimer la honte. Cet instant, en fait, désamorce le mécanisme d'intériorisation de la honte en faisant prendre conscience au voyageur que c'est pas lui qui est indigne, mais c'est la société dans laquelle il vit qui est injuste, qui est absurde. Et donc l'expérience du voyage, c'est plus une contrainte, c'est une occasion qui invite le sujet à être le moteur de sa propre existence. Et je crois que c'est très important parce que cette lutte émotionnelle que Latapi, que Rousseau, que bien d'autres voyageurs ont menée sur les routes de l'Europe, c'est aussi elle qui nous permet de comprendre finalement l'articulation fondamentale entre le temps des Lumières et puis l'époque des révolutions, et de la Révolution française en particulier. Oui, parce que donc, cette pratique du voyage au temps des Lumières, elle se cristallise dans les années 1760-1770, et vous montrez la circulation des personnes. Vous dites ce qu'il en est dans les pays nordiques, dans les Pays-Bas, en Suisse, etc. Et donc, est-ce que les enseignements du voyage, la raison sensible que vous avez évoquée, et la circulation des idées politiques, est-ce que ce voyage a aussi permis de forger un contexte révolutionnaire, comme on va le voir 10 ans après en France et puis dans d'autres pays ? Bien sûr. Bien sûr, et en même temps, il faut être prudent, puisqu'il est toujours tentant de chercher dans ces émotions politiques ressenties par les voyageurs des Lumières, une sorte d'annonce, une sorte de prophétie, même une chronologie anticipée de ce que seraient les événements révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle. En fait, l'exemple de Latapi montre que si les émotions du voyage ont un sens politique, c'est, je crois, parce qu'elles révèlent une crise profonde des valeurs de la société d'Ancien Régime. Et donc, elle recèle, si vous voulez, les germes plutôt que la nécessité de cet anéantissement de cet Ancien Régime. C'est-à-dire, le ver est dans le fruit, en quelque sorte, mais il n'est pas dit que le fruit tombe en 1789. C'est ce que je veux vous dire. Néanmoins, le ver est dans le fruit, on le voit bien,
Il y a un très bel exemple aussi dans le journal anglais de Latapy qui est inédit, un dialogue que Latapy a avec Alan Ramsay. Alan Ramsay, c'est le portraitiste, le grand portraitiste entre autres de Hume et de Rousseau. Ramsay dit aux voyageurs français, Ramsay qui est anglais, « La liberté est pour vous, Français, une maîtresse, mais pour nous, elle est une femme. » Bon, sous-entendu, nous, Anglais, sommes politiquement libres tous les jours que Dieu fait, tandis que vous, Français, n'êtes que libres que de manière passagère avec votre monarchie absolue. Réponse de Latapy, « Pour moi, il me semble qu'une telle femme serait toujours ma maîtresse. » Sous-entendu, l'amour de la liberté est un plaisir qui doit être durable. Donc les chemins de la liberté expérimentés dans l'Europe du voyage ont conduit d'une certaine manière, oui, ont participé en tout cas à l'éclosion de ce que seront dans la France révolutionnaire les arbres de la liberté. Ça renvoie d'ailleurs à l'importance des émotions dans la culture politique révolutionnaire. C'est ce qui est mis en avant dans le tout dernier livre de l'historienne Sophie Vanish. Ça renvoie aussi aux liens fondamentaux entre révolution esthétique et révolution politique qui a été aussi mis en avant par le philosophe Jacques Rancière. Tout voyage, Gilles Montègre, a une fin, et le temps du retour est quand même un moment important, hein, vous l'avez signalé en termes d'émotion. Pour terminer, revenons-en à Latapy. Oui. Donc, il fait son tour en France, en Italie, il revient dans la région de Bordeaux en 1777, il est inspecteur des manufactures. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Est-ce qu'il revoyage ? Est-ce qu'il s'embourgeoise ? Est-ce qu'il fait partager son expérience ? Est-ce qu'il capitalise sur ses acquis ? Qu'est-ce qu'il dit du voyage et est-ce qu'il repart après ? Alors, c'est effectivement une question intéressante parce que je rappelle qu'il meurt en 1823, donc il a encore une longue carrière devant lui. Il reprend la route, oui, mais il reprend la route à l'échelle de la province d'Aquitaine, en parcourant, si vous voulez, cette province et, grâce à son statut d'inspecteur de manufacture, en essayant de rendre compte de ses ressources propres, ressources à la fois paysagères, économiques, humaines. Il est en quelque sorte fidèle à cette petite utopie intime qu'il confesse à un moment donné dans ses récits de voyage, où il dit « Vivre dans ma patrie, lui être utile et y goûter les douceurs de l'amitié serait pour moi le bonheur si le bonheur existait. » Voilà, c'est là-dessus qu'on peut en quelque sorte conclure cet itinéraire de voyage. Alors, et pour conclure cette émission, je voulais vous poser une question bonus personnelle, Gilles Montègre, parce que vous avez travaillé pendant des années sur le voyage, donc j'imagine que vous êtes imprégné de cette thématique et vous voyagez aussi. Dans le livre, vous critiquez un petit peu le grand tour aristocratique, mais vous critiquez surtout le tourisme de masse, qui va se développer à partir du 19e siècle, la révolution des transports, et puis on connaît ses travers contemporains. Vous, quel genre de voyageur êtes-vous ? Alors, je crois qu'il faut être un voyageur lucide. Il ne faut pas être un voyageur donneur de leçons. Moi, je suis un voyageur, évidemment. Un voyageur parfois aussi compulsif que Latapy, au sens où je prépare mes itinéraires de voyage de manière très, 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 très anticipée, par des lectures, par des visionnages de films, etc. J'aimerais voyager moins loin parce que je me rends compte que c'est très mauvais pour la planète. J'ai beaucoup de mal, je vous avoue. J'ai quand même de plus en plus conscience de cette qualité du voyage liée à la proximité. Et pour tout vous dire, on a l'habitude avec un groupe d'amis tous les étés de louer une maison en France. À chaque fois, c'est dans une région différente et où on visite des villages, on visite les ressources locales et on passe des semaines formidables en famille. Donc, je crois que voilà, les ressources de la proximité sont aussi quelque part l'avenir du voyage. Donc vous faites du voyage autochtone et on apprend dans le livre que le premier guide pratique de voyage fut écrit par un Anglais, un certain Thomas Nugent en 1749. Oui. En France, en 1775, un certain Louis Dutens publie son itinéraire des routes les plus fréquentées ou journal d'un voyage aux villes principales d'Europe. Donc vous, quand vous partez alors à l'étranger, vous avez toujours un guide aussi sur vous ? Alors, j'ai pas un guide. Ce qui désespère mon épouse et mes compagnons de voyage, c'est que j'ai 3 guides. J'ai des guides plein les poches. Alors, ce qui est intéressant dans le guide, c'est de le suivre et c'est aussi de s'en émanciper. Je crois que les leçons du voyage des Lumières, c'est aussi de nous montrer qu'il faut lire le guide et il faut sortir des sentiers battus. Gilles Montègre, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. Je rappelle le titre de votre livre « Voyager en Europe au temps des Lumières, les émotions de la liberté ». C'est disponible aux éditions Talendier, donc déjà sorti en librairie. Je vous recommande chaudement cette lecture. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci Gilles. Merci.